Le nouveau journal sur Éduc TV, merci de nous suivre à la une. À Kinshasa, l'UNESCO, en partenariat avec le réseau des écoles associées, a mené une campagne de sensibilisation à l'éducation environnementale en faveur de 300 élèves du primaire. Une initiative inscrite dans le programme École verte pour renforcer la conscience écologique et la protection du patrimoine naturel et culturel de la RDC. Et puis, dans le district de la Funa, les députés national Éric Chikouma a lancé une bourse scolaire destinée aux meilleurs élèves apportée par l'ASBEL, les amis de Patrick Mouyaya. Cette action a pour intention d'encourager l'excellence et soulager les familles démunies. Et enfin, le Royaume-Uni renforce son appui à la RDC face aux urgences sanitaires. Une enveloppe additionnelle de 5,5 millions de livres sterling a été annoncée pour la deuxième phase du projet SHARE, mise en œuvre par l'OMS afin de soutenir le système de santé et lutter contre le choléra et la Mpox. Bienvenue à tous. L'avenir de l'écologie congolaise est en train de s'écrire sur le banc de l'école. Durant 2 jours, l'UNESCO, en partenariat avec le réseau ASP.NET, a transformé 3 écoles en véritables centres de formation pour de jeunes ambassadeurs verts. Objectif, faire comprendre aux enfants l'immense responsabilité de la RDC dans la régulation climatique mondiale et l'importance du tout nouveau couloir vert Kivu-Kinshasa. Plus de 300 élèves des 3 écoles de Kinshasa, réparties entre les communes de Linsele et Kalamu, ont été au cœur de cette campagne de sensibilisation. Une initiative concrète alignée sur le programme École verte de l'UNESCO. L'enfant qui vit à l'école doit vivre dans un environnement sain et protecteur. Quand nous disons l'environnement sain, c'est-à-dire l'environnement doit être propre. L'environnement doit être agréable pour l'enfant. Le programme a débuté par des notions fondamentales, biodiversité, écosystème et la signification du couloir vert. Cette nouvelle aire protégée communautaire qui consacrera près de 540 km² de forêt à la conservation. Et nous avons, à travers cette visite, parcouru un peu la RDC à travers des cartes. Nous avons visité les parcs nationaux et les richesses de biodiversité qu'ils contiennent, notamment en termes d'espèces animales phares comme l'okapi, comme le gorille de montagne, comme le paon du Congo. Et nous avons constaté que les élèves ont un bon niveau de connaissance sur les richesses écologiques de la RDC. En dehors de cela, nous sommes revenus sur les aspects d'assainissement et d'hygiène en milieu urbain, notamment avec la gestion des déchets. L'UNESCO s'assure que le couloir vert ne soit pas perçu comme une simple mesure administrative, mais comme un projet national légitime et une réelle opportunité de développement durable en pariant sur une nouvelle génération pour devenir la gardienne du patrimoine écologique de la RDC. En marge de la célébration de la Journée internationale de l'arbre, les membres de IMAE ONG ont sensibilisé à travers son projet sur la protection de l'environnement, Project, les élèves de l'Act Academy International School, situé dans le quartier CPA Mouchi, à Mongafula, sur le rôle que joue l'arbre dans la protection de l'environnement ainsi que son rôle de source alimentaire pour l'homme. Les élèves ont été réceptifs et ont dit devenir des ambassadeurs de l'art. Pour clôturer cette sensibilisation, les membres de IMAE ONG, ensemble avec les élèves, ont planté quelques arbres fruitiers pour inculquer
la culture de la protection de ces dons à ceux qui représentent l'avenir de l'environnement mondial. Est-elle confirmée par d'autres sources? C'est dans la salle Garamba de l'immeuble Tembena Tembe à Kinshasa qu'a eu lieu le week-end dernier la conférence et la cérémonie des remises des prix de la première édition du concours organisé par la structure Accompagnement des réussites des élèves au Congo, AREC en sigle. Autour du thème, la ville de Kinshasa fait-elle rêver? Réunissant plusieurs catégories d'opinion congolaise, Arthur Moulumba, l'un des conférenciers de la journée, n'a pas manqué de faire le point. Aujourd'hui, nous constatons qu'on a un problème sérieux. Les gens aiment moins leur pays, nous n'aimons pas notre pays et nous ne connaissons pas nos lois. Non? Parce que aimer le pays, ça se voit aussi dans les actes. Et les actes, c'est commencer par respecter les lois de notre pays. Donc j'ai aimé l'initiative. Si AREP, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, continue à maximiser autant d'organisations, d'événements de ce genre, je crois que ça nous aiderait vraiment à lutter contre ces problèmes d'antipatriotisme. Après l'exposition suivie d'un échange questions-réponses, place a été donnée à la prestation des élèves du complexe scolaire American Academy of Excellence et du collège Sainte-Anne de Kinkole, à travers des poèmes et scénettes illustrant leur réalité quotidienne de la ville de Kinshasa. S'en est suivi la remise des prix et brevets aux lauréats. Cette première édition a été remportée par le collège Sainte-Anne de Kinkole. Pour Gédéon, conseiller principal de l'AREC, l'appel est lancé aux partenaires pour soutenir l'encadrement de la jeunesse congolaise. En fait, ce concours, c'est pour la première fois. Nous demandons premièrement le partenaire. Ça sera continué, ça sera notre habitude pour renforcer vraiment le page linguistique, le bagage intellectuel de notre frère. Vu que la formation n'est pas seulement une transformation, nous voulons créer une jeunesse forte, une jeunesse influenceuse positivement sa communauté, une jeunesse capable à agir seule. La conférence est clôturée par une photo de famille immortalisant l'événement. Dans le district de la Funa, un geste fort en faveur de l'excellence scolaire. Le député national Éric Chikuma a lancé une bourse d'études au profit des meilleurs élèves au nom de l'ASBEL, les amis de Patrick Mouyaya. Cette initiative sociale vise à soutenir les familles démunies et à encourager la performance académique dans 7 communes de Kinshasa, notamment Bandalungwa, Kalamu, Makala ou encore Selimbao. Concrètement, les élèves ayant obtenu au moins 70% dans 14 écoles sélectionnées bénéficient de la prise en charge de leurs frais scolaires pour l'année 2025-2026. Pour l'élu de la Funa, cette bourse est avant tout un acte de confiance. Il appelle les bénéficiaires à la discipline, au travail, à l'intégrité, afin de bâtir leur avenir et celui du pays. Aujourd'hui, nous avons commencé cette phase de remise officielle de bourse d'études à ces élèves parce que nous, les amis de Patrick Mouyaya, nous nous sommes organisés pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir couvrir les frais scolaires de ces meilleurs élèves. Et pour nous, il est question de promouvoir l'excellence. Il est question d'inciter les élèves à libérer leur potentiel, à travailler davantage pour mériter l'excellence, le meilleur. Pour être le meilleur de leur classe. Donc il s'agit pour nous d'un geste important qui va pouvoir bousculer un peu les élèves à pouvoir faire mieux et à travailler davantage avec dévouement pour mériter le meilleur point et être excellent, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir de notre pays. Les enseignants et les parents ont également été salués pour leur rôle déterminant dans l'encadrement et la réussite de ces jeunes talents. Éric Chikuma annonce déjà l'élargissement du programme à d'autres écoles dès la prochaine rentrée, avec l'ambition de former une nouvelle génération de leaders responsables et engagés au service de la nation.
L'avion transportant la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye-Kalama, a atterri sur la piste d'atterrissage de l'aérodrome d'Inongo, capitale de la province du Mai-Ndombe, à l'occasion de la clôture des 16 jours d'activisme sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Au pied de l'avion, c'est une notabilité composée des chefs coutumiers, des autorités politico-administratives, associées à la population qui se sont rangées pour accueillir l'hôte de marque. Après l'aérodrome, la ministre a communié avec la population à travers une marche improvisée qui l'a conduit jusqu'à la grande paillote du gouvernorat de la province qui borde le lac Mai-Ndombe. Après les civilités, la ministre a, à la tribune de la province, transmis les salutations du président de la République, de la première ministre, du gouvernement, ainsi que du sénateur Jean-Tini Ngobilambaka, avant d'expliquer qu'elle était dans cette province dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, comme le dit le thème national retenu pour cette année. Ensemble, luttons contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles. Nalingi na transmettre mbote ya tata mokonzi wa ekolo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous sepeli koyamba mbote na ye? Tozali awa na cadre ya sensibilisation na o etali makambo ya violence mokili mobimba kobanda le 25 novembre tozali kosala campagne ya sensibilisation contre les violences basées sur les genres. La violence wana eza na balolenge ebele na mbula oyo communauté internationale ebeti sete likolo ya violence numérique. Micheline Ombaye-Kalama ne connaît pas de répit depuis le lancement de cette campagne de sensibilisation. Comme un véritable pèlerin, sans relâche, elle a poursuivi cette sensibilisation afin de toucher toutes les couches de la population congolaise. Numérique. Les femmes face aux défis de la vie, c'est le thème choisi par l'agente féminine de la fonction publique, des milieux politiques et de l'entrepreneuriat au cours d'un moment d'échange et de partage sous la houlette de la présidente nationale Olga Mputu. Réunie dans la salle des conférences Le Ruby, la rencontre a connu 3 temps forts, notamment les exposés des 3 intervenantes, la remise d'une fleur rose, symbole d'amour, pour encourager les prouesses des femmes ainsi que la célébration de 2 anniversaires des femmes présentes dans la salle. D'entrée de jeu, la modératrice de cette journée a invité la présidente de l'association Femmes Leaders et Inspirantes pour éclairer l'assistance sur le but de cette rencontre. Ces moments, cet espace qui reconnaît vos réalisations et votre soif d'émancipation deviennent guide et agent du changement et inspire l'espoir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Comme l'a souligné notre président de la République, Excellence Monsieur le Président de la République, la femme congolaise doit être une femme solution. Pour la première intervenante, son exposé est axé sur 2 points, la gestion du temps et la gestion des finances. Est-ce que nous pouvons faire un effort pour nous amender? Lorsque vous gérez très bien votre temps, vous êtes cette femme-là qui est épanouie. Lorsque vous gérez très bien votre temps, vous êtes cette femme-là qui est respectée. Activité sexuelle, et je parle de l'activité sportive. Maman, activité sportive très importante pour le prolongement de la vie d'Abisso. Pour Madame Poutou, docteur gynécologue, a par contre martelé sur le bienfait de l'activité sexuelle chez la femme. C'est par une séance photo que s'est clôturée cette journée à la grande satisfaction de tous. Un engagement majeur pour le système de santé en RDC.
en présence du ministre de la Santé publique, l'OMS et le Royaume-Uni, ont lancé la deuxième phase d'un projet de soutien aux urgences sanitaires, un effort financier et technique indispensable car la RDC fait face à une situation épidémique complexe et persistante. Ce projet, intitulé « Soutien à la réponse aux urgences sanitaires en RDC » est le fruit d'un investissement additionnel de 5,5 millions de livres sterling du Royaume-Uni mis en œuvre par l'OMS. La RDC est confrontée à une convergence d'urgence incluant le choléra, le mpox, la rougeole, la poliomyélite vaccinale et la fièvre jaune. Ce projet permettra une réponse intégrée pour sauver des vies et limiter la transmission. Nous devons renforcer la résilience de notre système de santé afin d'être capables d'anticiper, de détecter précocement et de répondre efficacement à toute urgence sanitaire, tout en assurant la continuité des services essentiels et la protection des populations les plus vulnérables. Pour l'OMS, ce projet tombe à point nommé car il permet de renforcer la résilience du système de santé de manière globale. On préconise qu'on renforce le système de santé dans une vue globale des choses. On ne va pas chasser chaque épidémie par épidémie, mais avec ce type de soutien, avec ce type de projet, on arrive vraiment à avoir une vision globale des choses pour vraiment rentrer dans le système de santé, pour vraiment faire de sorte que dans le futur, tous les challenges qui viennent de crise sanitaire soient bien gérés, soient bien adressés. Une satisfaction pour le Royaume-Uni, car cet investissement préconise des résultats concrets sur les terrains pour un système de santé plus sain pour tous. Oui, nous sommes fiers de pouvoir continuer cette assistance, de construire et renforcer le système de santé pour assurer la résilience et la continuité. Il y a des aspects intangibles tels que le renforcement et la réhabilitation des institutions, des laboratoires, des mesures de prévention, de contrôle des infections, mais aussi l'engagement communautaire, parce que les communautés aussi ont un rôle essentiel à jouer. Outre le financement, l'appui est concret. Le ministère de la Santé a accusé réception d'un important lot d'équipements remis par l'ambassade britannique. Ces matériels est destiné à renforcer la capacité opérationnelle sur les terrains et comprend notamment 85 ordinateurs portables, 442 tablettes, ainsi que des téléphones, des powerbanks et un rétroprojecteur. La province de l'Ituri vient de boucler les séances de vaccination contre la rubéole et la rougeole, puis la poliomyélite, respectivement pendant la fin du mois de novembre, puis la deuxième semaine du mois de décembre 2025. Avec ces transitions de santé, 3 165 557 enfants de 6 mois à 14 ans ont été entendus pour la vaccination contre la rubéole et la rougeole dans 4 596 sites répartis dans 608 aires de santé qui composent cette province. Par contre, le résultat était allé au-delà du nombre attendu, soit 3 477 803 enfants lors de la phase du ratissage. Ce résultat est encore partiel parce qu'il y a encore une zone de santé qui continue encore à vacciner parce qu'il y a lié au problème logistique et au problème sécuritaire qui se donne dans cette zone de santé. Ensuite, pour la dernière campagne, c'était la poliomyélite qui en était la cible. 1 464 579 enfants de 0 à 59 mois étaient entendus. Et bien que partant pour cette lutte, certains parents trouvent au moins les raisons qui font louper aux vaccinateurs leur cible. Vous savez aussi le monde qu'on est en train de vivre. Nous sommes au tiers-monde, on peut dire. Mais il faut bien sensibiliser les parents et les expliquer l'importance de ce truc-là, l'importance des vaccins. Parce qu'il y a les gens qui viennent dire non, ça ce sont... Parce que vous voyez comme le monde est en train d'évoluer. Il y a les TikTokers, les WhatsApp, consorts. Tout ça, ils vous envoient les messages. Je vois récemment ici, j'ai vu un message à partir de WhatsApp. Il y a une dame là qui est en train de parler à Butembo. Il a dit il ne faut pas vacciner les enfants. S'il a pris... oui, les contre-informations. Alors tout ça, il faut bien informer les gens. Et vous-même, par exemple, quand vous avez l'enfant là, de moins de 14 ans, qui doit être vacciné dans votre maison, par exemple les médecins, qu'ils prennent l'enfant là, devant les populations qu'on les vaccine devant eux. Alors là, ça doit donner une grande assurance, plus que aussi
les populations. Vous comprenez? Parce que quand on vaccine un enfant des médecins, à face de ces populations que l'on est en train de faire, et ils seraient très encouragés plus qu'à ça. Étant un souci qui nécessite une intervention imminente, les PEV en trouvent le remède. Les vaccins ont été déployés en temps parce que les moyens logistiques étaient mis en compétition pour dispatcher le vaccin à tous les niveaux. Pour rappel, pendant l'année 2025, l'évolution du poliovirus variant était de 8 cas, contrairement à 2024 qui s'est élevé à 27 cas. L'organisation de la vaccination contre la poliomyélite dans la province de l'Ituri par le ministère de la Santé publique à travers le programme élargi des vaccinations appuyé par l'UNICEF a pu retrouver l'adhésion populaire pendant la campagne du jeudi 10 au samedi 12 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire provincial. Cette réussite était un signe d'une bonne organisation telle que débutée à travers un briefing des superviseurs provinciaux. Votre attention pour bien aller accabler les prestateurs. Après les multiples sensibilisations sur l'importance du vaccin pour combattre la polio, la majorité de la population en a trouvé gain de cause. Nous avons 3 filles et un garçon. Mais ça va vaccin pour et protéger bango parce que malade à pamba on vaccine les enfants parce que nous connaissons aussi depuis que nous étions des enfants, il y a certaines maladies qui peuvent apparaître, survenir dans la vie des enfants. Alors pour renforcer, pour lutter contre ces maladies, il faudrait qu'on vaccine les enfants, c'est tout ça. Les messages se passent sur la radio et ça se passe, les sensibilisateurs passent aussi avec. Je pense que le grand message que je leur donne est qu'ils puissent faire vacciner les enfants parce que les vaccins protègent les enfants et protègent les enfants contre la poliomyélite, la rougeole et tant d'autres maladies là, qui peuvent rendre infirmes d'ailleurs les enfants. Pour toute maladie incurative, le seul remède, c'est la prévention. Et cette prévention passe par la vaccination. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Après la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, dont une soirée de réflexion avait été organisée le mercredi 10 décembre dernier au Pullman Hotel par le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC, les deux émissaires européennes intervenantes lors de la dite soirée ont été reçues à la Cité de la Paix. Une visite qui marque une interaction existante entre l'Union européenne et les CULPAC. La paix, c'est notre leitmotiv de tout le temps. Donc, d'ici peu de temps, d'après les entretiens que nous venons de voir, ils nous ont d'abord encouragés par leur présence de la journée d'hier qui était pour les droits humains. Comme vous le savez, les 70e anniversaire, 77e, comme on le dit chez nous les Flamands. Et maintenant, nous commençons à voir la vision de 2026, où il y aura des grandes choses qui vont se faire, mais tout va commencer dès le début de l'année prochaine à Bruxelles. Pour la commissaire Suzuki, chacun de nous doit jouer sa partition pour une paix durable. La paix commence avec moi. Je peux être un outil de paix, mais je peux aussi être un outil de guerre. Et donc, même si on essaye de voir les personnes au plus haut niveau, si les personnes de la base, les populations ne sont pas éduquées à la paix, la culture de la paix, eh bien, on va jamais y arriver. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu connecter la Fédération des femmes pour la paix et aussi la Fédération pour la paix universelle avec notre grand directeur de la paix. Je trouve ça magnifique et on aura beaucoup de projets qu'on peut faire, on peut coopérer. Mettant à profit cet instant, le CULPAC, avec son directeur général Daniel Santobico et les conseillers diplomatiques Patrice Salaga, les émissaires européennes ont échangé avec une organisation de femmes avec qui un projet de paix basé sur l'agriculture sera mis en place. Il y a eu beaucoup de points
auxquels on a abouti lors de nos discussions. Donc ces points sont la capacitation des femmes qui sont défavorisées. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de miser sur la jeunesse africaine, et en particulier la jeunesse congolaise, dans une approche donc de village global pour bâtir un projet intercontinental avec l'agriculture pour la paix. Il est à noter que les émissaires européennes sont à Kinshasa dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Déclaration des droits de l'homme. Le collectif de défenseurs de droits de Congolais sur l'exploitation de minerais congolais salue la signature de l'accord de Washington pour la paix en RDC. Cette organisation dénonce la prédation de minerais congolais par quelques pays voisins et les collectifs pensent qu'avec cet accord, le peuple congolais et ceux de la sous-région vont profiter de gains de revenus miniers. Nous, collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation des minerais congolais, saluons la signature de l'accord de Washington pour la paix et la prospérité. Signe de votre héroïsme nationaliste traduit par une diplomatie agissante, marquée par votre labeur sans faille au profit de notre nation et notre patrie. Le collectif des défenseurs des droits des Congolais sur l'exploitation des minerais congolais, conformément à notre vision nationale de la RDC pour ces minerais mondialement stratégiques, assumons notre mission de plaidoyer pour une exploitation minière juste, durable et transparente, en veillant à ce que les revenus miniers profitent équitablement aux populations congolaises, particulièrement à celles des zones d'exploitation, conformément à notre Constitution dans ses articles 58 et 59, ainsi que le Code minier tel que révisé à ce jour. Le salut, un trésor dévalorisé et évangélisation facile, jetteur de sémences, de nouveau-nés dans le monde de la littérature chrétienne. Ces deux ouvrages complémentaires de Francis William Manou ont été officiellement présentés à Kinshasa le dimanche 14 décembre lors d'un vernissage présidé par le pasteur Jean-Paul Lomba. Je bénis les lecteurs et je bénis l'auteur au nom du Seigneur. Amen. Le premier livre, fort de 145 pages, reparti en 7 chapitres et préfacé par le pasteur Freddy Molinga, aborde la question du salut comme une œuvre exclusivement divine. À travers ses écrits, l'auteur revient également sur une problématique sensible, la perte du salut. Porté par le désir d'écrire depuis 2015, Francis William Manou matérialise enfin ce fardeau spirituel à travers cette première publication. Le second ouvrage, Évangélisation facile, jetteur de sémences, compte 92 pages reparties en 2 chapitres. J'ai accouché ces quelques pensées. Et les pistes des solutions qu'il y a là-bas, c'est de ramener la pensée des enfants de Dieu vers ce que la Bible enseigne réellement. Non pas ce que nous croyons, ce que nous pensons par rapport à nos doctrines. Je crois que celui qui est justifié par l'œuvre du Christ est pardonné et a la vie éternelle. Et la vie éternelle ne s'arrête pas dans le temps. Je suis en train de leur encourager, de leur amener à avoir confiance que l'œuvre que Christ a accordée est éternelle et ne s'arrêtera pas. J'ai trouvé que c'était une activité très enrichissante. Et le mot même de circonstance a établi le cadre dans lequel on était. C'est que aujourd'hui, dans tout le bruit que nous avons dans notre environnement, les livres peuvent nous parler de manière silencieuse, mais après venir insister au plus profond de nous, et c'est un rendez-vous avec la profondeur que nous avons eu aujourd'hui. Écrivain, formateur et enseignant au sein de la Cité de l'Espérance de Mongafula, où il accompagne les jeunes dans leur croissance spirituelle. Ça, c'est le fruit d'une cotisation aussi. Oui. La remise officielle du maillot de l'équipe de la RT Éduc au directeur-chef de service par le chef du bureau Sport et Culture, en présence du chef de division des informations, donne le temps d'un ultime rendez-vous sportif. Le match qui va clôturer bien sûr les activités sportives pour le compte de la RT Éduc
en cette année 2025. C'était une occasion pour nous de lui présenter également, sinon de lui donner également son maillot, parce que c'est lui le premier des joueurs d'entre nous. On lui a donné son maillot. Profitant de l'occasion, le chef du bureau sport et culture a dévoilé les grandes lignes des activités sportives prévues pour l'année 2026 avec l'ambition de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de la RT Éduc. Et nous en avons profité pour lui poser des problèmes ayant trait à l'organisation sportive au niveau de la RT Éduc. On s'est mis d'accord sur une planification annuelle qui sera bien sûr échelonnée. Mais avant de se projeter vers l'avenir, place au dernier défi de 2025. Le match entre la RT Éduc et la DGC dépasse le cadre d'une simple rencontre sportive. Il se veut un moment de fraternité, de fair play et de clôture symbolique de l'année. Nous n'avons que l'obligation de terminer cette année avec une victoire, comme se pointe devant nous comme un dernier adversaire, donc qu'ils le sachent que nous, la RT Éduc est synonyme de la victoire et que nos adversaires essuieront certainement une défaite. De notre côté, nous nous préparons conséquemment pour pouvoir rapporter ces matchs ô combien importants. Le coup d'envoi est donc attendu pour ce dimanche 21 décembre 2025, un rendez-vous sportif placé sous le signe du partage et de la convivialité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur votre chaîne Éduc TV.